J'avais entendu un bruit. Au départ, comme beaucoup, hein, je me suis dit, c'est bizarre, ce bruit c'est étrange, ça colle pas avec la musique que j'entends. C'est le pap-pap-pap. Ça colle pas avec la rythmique de ce que j'entends. Et mon pote qui était dehors, qui les a vus arriver, retourne dans le Bataclan, me retrouve, et là me tape sur l'épaule et me fait « Franck, casse-toi ». Et mes yeux décalent vers la gauche. Et là, je vois les armes cracher, quoi. Donc là, je cours. J'entends les cris. J'entends la musique, pour l'instant, qui continue. Je cours. Super concert, tout le monde se marrait, super énergie. Les gens faisaient la fête, il y en a qui étaient avec des masques, des cornes. Ça dansait, ça chantait, ça faisait des coucous en haut sur les gens d'en bas. Enfin, c'était vraiment super vivant. Jusqu'à ce que on entende les premiers sons en bas de pétards. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Je vois pas, parce que moi, je savais pas que c'était une arme. Hein, voilà. C'était vraiment un son qui arrivait de plus en plus fort d'en dessous. Au départ, j'ai cru que c'était un jack qui y avait un faux contact ou avec une enceinte peut-être qui prend feu ou quelque chose, parce que j'entendais des gens crier en bas. Donc je me suis dit, il y a un problème en bas. Et puis, c'est en voyant sur scène le chanteur écarquiller les yeux, genre il se passe quoi ? Le guitariste balancer sa guitare derrière lui et se barrer. Et j'ai vu le batteur descendre de son siège et se mettre comme ça derrière sa grosse caisse. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Les rafales. Les rafales. Et les cris. Les premiers cris qui arrivent. Les cris, la panique, mais qu'est-ce qui se passe, les mecs qui appellent leur mère. Ouais. Ça, c'est des bruits... Ah, tu dessoules très vite, hein. Pour détecter un danger, il vaut mieux se fier à l'audition. Le système auditif peut être considéré comme le système de vigilance pour l'organisme. Quand on est dans une jungle urbaine à Paris ou à Marseille, on a un environnement sonore en 3D, et si on détecte quelque chose, à ce moment-là, on tourne la tête, et on va objectiver plus avant, en fait, l'événement. Donc l'audition, c'est aussi le sens de l'événement. À chaque fois qu'il y a un son, c'est forcément un mouvement relatif de deux corps physiques. Donc c'est un événement. Arnaud Norena, directeur de recherche au CNRS. Voilà, je m'intéresse à l'audition, à la fois chez l'homme et chez l'animal. Après ça, ça va prendre une lettre de toi, puis après ça, on peut l'envoyer à la cellule électrique, et en théorie, on pourra commencer à tester. Voilà, donc nos sujets sont à l'intérieur de cette salle. Quand on ferme la porte, donc on n'est plus gêné par les sources sonores, etc., pour faire de la psychophysique. Voilà, on fait de l'audiologie expérimentale. Donc on met un premier capteur sur le doigt. L'audition est capable de mettre en tension le corps. Et l'audition est capable de produire ce qu'on appelle le réflexe de sursaut. Hop. Et je suis prêt pour la tâche. Casque d'écoute, capteur. Et c'est bon. Le réflexe de sursaut, ceci de fascinant, c'est que la conscience est court-circuitée. C'est-à-dire que tout d'un coup, on pense plus, on est tout à la réaction motrice de l'événement, quoi. C'est bon ? Donc on a monté une étude
pour appréhender l'expérience vécue des sujets. Est-ce qu'il y a accord entre les réponses donc conscientes du sujet et la réponse de son corps? Tu as envoyé, Falco, comme son? Alors là, j'ai envoyé par exemple un son d'une fourchette qui gratte une assiette, donc un bruit très désagréable, et on a bien pu voir dans le signal une augmentation du stress chez le sujet. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a voulu interroger le corps. Alors, comment on a interrogé le corps? On a utilisé une technique d'électrophysiologie, donc de psychologie expérimentale, qui est ce qu'on appelle vulgairement le test de mensonge. Donc c'est le test de conductance cutanée. Donc quand on a une émotion, quand le système nerveux sympathique s'active, donc il va avoir toute une série d'effets sur le corps, et notamment produire de la sueur. Et quand entre deux électrodes on fait passer un courant, s'il y a de la sueur, donc le courant va être mieux conduit d'une électrode à l'autre, et c'est cette conductance électrodermale qu'on va mesurer. Et donc on va inférer en fait une réponse émotionnelle donc à travers le corps à partir de ce signal. Voilà, cymbale, puis j'ai des contractions dans le visage tellement c'est désagréable. Oh! Puis ça me faisait penser à l'expression aussi. Ma belle-mère a dit ça cet été, elle a dit qu'il y a un son désagréable, ça faisait mal aux dents. C'est vrai, ça. J'étais à l'étage, au balcon, et je sais que j'ai un peu bloqué pendant un temps que je ne saurais pas dire, c'est pas très long, mais le réflexe de pas bouger parce que je suis dans l'incompréhension. Et je vois les gens autour de moi qui, eux, commencent à s'enfuir aussi et à crier. Au final, c'était pas possible de descendre. Et surtout, il y a des gens qui se sont mis à remonter et qui criaient de remonter parce que a priori, les terroristes arrivaient de notre côté. Et donc, au final, je me suis réfugiée dans une salle, un local électrique qui était en haut des escaliers. Il y avait une trappe et je me suis dit peut-être qu'on pourra ressortir par le toit et elle s'est pas ouverte. Mais du coup, on a fini par fermer la porte. On est passé d'un univers extrêmement bruyant, où quand même le groupe qu'on était en train de voir, les Girls of Death Metal, c'est pas les plus calmes, donc on était à un niveau sonore extrêmement fort, où là-dessus on a rajouté un niveau sonore encore plus fort, à un silence absolu. J'étais dans la fosse quand ils sont rentrés et qu'ils ont commencé à tirer, et je suis resté dans la fosse, j'ai été touché tout de suite. Donc je pouvais quand même voir, et surtout, j'étais, on va dire, au cœur du problème. Donc on sent quand le son est direct, et donc on est directement exposé. Le problème, c'est quand on voit plus la source sonore. Ça crée l'angoisse, tous les films d'horreur le font. On voit pas le tueur, par contre on l'entend marcher. Et ça marche tellement bien. Ce qui est important, c'était de surtout pas faire de bruit, en fait. Après ces heures-là, moi, je les ai justement vécues par l'audition, en fait. Vu qu'on était dans une pièce, dans la pénombre, on voyait rien de ce qui se passait, forcément. On était face à face, en fait, dans ce petit local, où j'étais vraiment contre la porte. Il y a une personne qui était dans ce local, un homme qui, lui, tenait la poignée de la porte, qui l'a tenue tout le temps. Parce que la porte, elle fermait pas à clé, il n'y avait rien pour pouvoir la barrer, elle s'ouvrait, c'est parce qu'elle s'ouvrait de l'extérieur. Donc voilà, n'importe qui pouvait ouvrir cette porte et nous tirer dessus. Donc moi, c'est ce que je pensais qui allait probablement arriver. J'ai jamais dû être aussi concentré sur ce que j'écoutais. Et on s'aperçoit qu'on entend en fait à la fois tout, mais qu'on fait le tri. Et qu'on arrive à séparer finalement les bruits parasites ou qui renseignent sur pas grand-chose, des bruits qui sont essentiels. En fait, je suis resté pendant très longtemps à proximité. Bon, j'étais dans la rue, j'ai essayé d'aider comme je pouvais. Je me suis retrouvé face à une dame qui n'était pas blessée, mais qui... parce que je croyais qu'elle était blessée à la tête. Elle me répond cette phrase horrible, elle me dit « c'est pas mon sang ». Et là je lui dis « écoute, on va te laver les cheveux ».
Je voulais pas qu'elle les lave toute seule, en rentrant chez elle. C'était pour moi, je voulais pas qu'elle vive ça. Je voulais lui laver les cheveux. C'est con, hein. On a peut-être autre chose à faire qu'un shampoing à ce moment-là, mais je voulais éliminer ce problème-là tout de suite. Et là, il y a un gars qui arrive et qui fait il y a un bistrot, là, il y a un café. Les pompiers sont là, ils accueillent les blessés. On s'est retrouvés dans un appartement. Alors, si tu vois le Bataclan, t'as le balcon. Et au-dessus, t'as un espèce de truc avec un hublot tout rond. C'est un appartement, on était tous là. Donc, on s'est réfugiés ici, chez quelqu'un. Mais on entendait absolument tout ce qui se passait en bas, mais on ne pouvait pas bouger. Dans le bar, il y avait un silence absolu. Tu écoutes, pour savoir s'il n'y en a pas un qui va quand même rentrer. Et à ce moment-là, comment tu fais? Tu dis que s'il y en a un qui rentre, d'abord tu vas entendre des cris, des détonations, des gens qui hurlent, avant qu'ils viennent te finir là-haut. Je peux te dire que tous les scénarios, on les avait envisagés. On angoissait à fond, jusqu'à minuit et demi, de toute façon, ça n'a pas arrêté. On ne connaissait pas l'issue, est-ce qu'on allait être vivant ou pas. Surtout qu'on entendait les explosions, on entendait les échanges quand ils parlaient entre eux ou avec la police, quand ils insultaient. On entendait des bruits de scotch. On s'est dit, mon Dieu, ils sont en train de tout... ils vont vouloir faire sauter la salle. Il y avait une lucarne ouverte et elle donnait sur le passage Amelot. À peu près à la hauteur des portes de secours qui étaient restées ouvertes et j'entendais tout. Quand l'autre s'est fait descendre par le commissaire, je l'ai entendu. Quand il s'est fait exploser, je l'ai entendu. Quand j'ai entendu les cris. Il tirait des fenêtres juste au-dessus. Avec la hauteur, avec l'étroitesse du passage Amelot. Et ça fait une caisse de résonance terrible, j'ai tout entendu. À un moment, il y a, je crois que c'était la BRI, qui a fait exploser des grenades assourdissantes. Mais ça fait trembler tout le bâtiment. Et là, on s'est dit, mais ça y est, c'est fini. C'est la fin. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est la puissance des sons. Avoir des sons aussi forts. Quand un des premiers policiers est rentré, il a tiré sur un des terroristes qui était sur la scène et sa ceinture explosive a pété du coup. Et là, ça, c'est un truc totalement hors du commun. C'est la première fois que j'ai ressenti ça. C'est incomparable avec une basse qui peut nous soulever le cœur. C'est une gifle, quoi. Ça met KO. Ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Peut-être plus que tout le reste. La pièce où moi j'étais, on a été délivré grâce à l'assaut de la BRI. Vraiment proche de l'endroit où on était, donc la porte a en partie sauté. Et puis ça fait un boom énorme, il y avait les tirs de la BRI. Je savais concrètement pas ce qui se passait, qui avait le dessus sur la situation. C'était un chaos énorme en termes de son, c'était terrifiant. Ce qui fait violence, et du coup ce qui fait traumatisme, c'est l'absence totale de représentation. La scène est traumatique parce qu'elle est irreprésentable. Finalement, on est tous détraumatisés du sonore. Peut-être qu'il faut définir quand même le sonore, hein. C'est l'ensemble des sons émis et ou entendus par un individu. Je m'appelle Anthony Brault, je suis psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique et musicothérapeute. Chez le bébé, c'est compliqué parce que, justement, à ce moment-là, les choses sont pas si différenciées. Lui, tout ce qui va se représenter, c'est au fond, c'est agréable, c'est désagréable. Ça fait violence, ou ça repose, ça sécurise. Voire même avant ça, est-ce que c'est connu ou est-ce que c'est inconnu? La voix maternelle, elle est connue. Elle est connue depuis la vie fœtale. Et elle est
potentiellement agréable, puisque reconnu. Et puis va arriver petit à petit ces démarcations essentielles. Et disons que les premières démarcations essentielles, c'est justement le dedans et le dehors, et par extension, le soi et l'autre. L'enfant reconnaît la voix de sa mère avant de reconnaître la sienne. Donc on passe par l'autre pour s'en différencier. Bon, alors là, il y a quand même un psychanalyste français qui s'appelle Didier Anzieux, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il a écrit en 1976, si je me souviens bien, cet article « L'enveloppe sonore du soi ». Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Le soi se forme comme une enveloppe sonore. Autrement dit, l'identité, la continuité d'existence, l'être, le soi, se forme comme une enveloppe sonore, c'est-à-dire, pour savoir qu'on existe, il faut qu'on puisse intégrer toute cette violence du sonore, toute cette violence sensorielle, se l'approprier, se la représenter au fond. Et dans un événement à caractère traumatique comme là, les attentats du Bataclan, d'un coup, cet environnement sonore, il est complètement effracté. Ils sont venus écouter un concert et ils entendent les kalachnikovs. Ça effracte, ça. Et comme on a l'absence de représentation, c'est ça qui va revenir après, dans l'après-coup, et c'est ça qui va faire traumatisme. Il y a un bruit, comme effectivement une mobilette qui passe. Avant, on entendait une mobilette et on savait que c'était une mobilette, mais d'un coup, cette mobilette, ça peut être n'importe quoi, et pire que n'importe quoi, ça peut être justement une kalachnikov. Ce que j'écoutais assez souvent juste après, c'est le morceau sur lequel l'attentat a commencé. C'est ce morceau-là que j'écoutais. Alors, qu'est-ce que j'allais chercher en écoutant ça ? Je peux pas te dire, je sais pas. Comme un lendemain de concert. Le lendemain de concert, je réécoute toujours le groupe. Et pendant 2-3 jours, je n'écoute que ça. J'ai fait pareil. De toute façon, je ne pouvais écouter que ça. Il fallait que je me raccroche à la normalité de leur musique. Se rappeler qu'à la base, j'étais juste venu voir un concert de rock. Je pense, j'imagine que pour Franck, Virginie, comme les autres qui étaient présents, ils pourront plus jamais écouter ce groupe de la même manière. C'est terminé. Tous les souvenirs, etc., non pas que ces souvenirs ils sont balayés, parce qu'ils sont toujours présents. Et justement, peut-être que la thérapie, c'est de redonner corps, redonner vie à cette mémoire, avec cette musique. La musique, pour moi, c'est un truc qui m'a toujours accompagné. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours baigné dans la musique, d'une famille de musiciens. J'en ai toujours entendu. Et c'est comme un refuge, un endroit où on se sent bien. C'est petit, un des vrais souvenirs marquants, c'était d'écouter des grandes symphonies dans la voiture et de jouer à reconnaître les instruments de l'orchestre. Avec ma mère qui me disait, tiens, là ça c'est quoi, là ça c'est quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma petite enfance. J'ai fait ça relativement petit. J'ai une sœur qui est bassiste. Donc je l'entendais jouer très très souvent dans sa chambre. Donc voilà, j'ai un cousin qui est batteur, qui faisait du jazz. Mon père adorait la musique. C'était son truc, c'était de se reposer dans un fauteuil et d'écouter plein de musique, alors beaucoup de classiques. Et puis moi à l'école, je faisais de la chorale. Donc on chantait beaucoup. On avait un truc qui s'appelait le camp chantant. On partait une semaine dans un monastère et on chantait. Voilà, donc on faisait des jolies chorales. Et donc voilà, ça a vraiment ponctué, oui, toute ma vie. Le chant, beaucoup, la musique. Mon père me berçait au Vivaldi, j'adorais ça.
la puberté en tant que telle peut être caractérisée comme un événement traumatique. Puisque d'un coup, notre corps change assez brusquement, hein, et là, notre corps devient un étranger à nous-mêmes. Moi, j'ai travaillé là-dessus, mais en particulier sur les bruits du corps. Les bruits de notre corps, mais les bruits du corps de l'autre. Là, ça devient compliqué. Parce que les bruits de l'environnement, ils vont pas d'un coup être différents. Mais ce qui fait toute la différence, c'est justement la représentation qu'on a du bruit. Notre corps pubère nous indique bien qu'on a un corps biologique érotique, et qui sert à la reproduction et qui sert à faire des choses avec. Quand on est enfant, on peut faire autant de bruit qu'on veut aux toilettes, ça ne nous dérange pas, on s'en fiche. D'un coup, adolescent, mon corps devient honteux parce qu'il fait ce bruit-là. Mais pourquoi le corps il devient honteux? Parce que ce corps, il a une valeur érotique. C'est ça l'adolescence. C'est la sexualisation de son corps, mais aussi de son environnement et des autres. Alors tous ces bruits du corps, ils peuvent être au fond canalisés par d'autres sons sur lesquels on a une maîtrise, qu'on aime, qui sont agréables, et ça sera la musique. Le Walkman. Tout le temps. Tout le temps. Vissé sur les oreilles, même à la maison, quoi. Hein, parce que mes parents n'aimaient pas trop la musique que j'écoutais. C'était un peu... C'est vrai que quand tu mets du Pantera, ta mère, elle peut vite être choquée, quoi. Tu vois? Quel adolescent, au moment de se coucher, n'a pas mis son casque sur les oreilles pour se laisser bercer au son de sa propre musique? C'est la même fonction que la voix, le chant maternel. Sauf que la grande différence, c'est que un adolescent, il pourrait pas s'endormir avec sa mère qui lui susurre dans l'oreille une chanson douce. Mais encore une fois, moi je me suis intéressé au sonore parce que ça a cette particularité de vraiment être effractant et de remettre en chantier toute cette différenciation entre le dedans et le dehors et entre soi et l'autre. Il va falloir se réapproprier ce nouveau corps et donc par extension ce nouvel environnement sonore pour que justement le soi puisse continuer d'exister avec tout ce que la puberté nous apprend de nouveau. Ça réorganise, ça offre la possibilité de se réorganiser et de bien se réorganiser. Petit à petit, je me suis dirigée vers la musique plus énervée. J'ai écouté des premiers groupes de métal et à me dire « mais waouh, c'est ça qu'il me faut !» J'avais 15 ans quand sont sortis le double album des Guns N' Roses, le Black Album de Metallica, le Blood Sugar Sex Magic des Red Hot, le Ten de Pearl Jam et tant d'autres. Et à un moment, ça te prend en tripes. Quelques copains qui font de la guitare au lycée avec moi. Quand t'es petit, que t'as des lunettes, que t'as pas vraiment de sex appeal à un moment, pour essayer de t'en sortir, tu te mets à la guitare aussi. Hein. Et puis non, surtout, voilà, ça m'avait tapé. T'entends une fois Hendrix, c'est bon, quoi, t'as envie de faire pareil. Hein. Ouais, ça correspond vraiment à un moment où t'as une espèce de rébellion, où t'as envie d'exploser tout autour de toi. Enfin, je sentais que... Enfin, j'étais dans une très petite école, dans un milieu donc catholique, avec, tu sais, les blues. On avait des blues bleus et tout ça. C'était super étouffant. J'avais besoin de respirer, de tout fracasser autour de moi. Et j'ai trouvé donc, dans cette énergie, dans cette musique, quelque chose une force énorme. Ouais. C'est ça qui m'a plu. Et c'est ça qui m'a vraiment parlé. C'était des gens qui criaient, ça me correspondait bien. Ça allait vite, c'était vraiment l'antithèse de ce que moi j'avais vécu avec les chorales, où on reprenait des chants religieux, du classique, avec ce qu'écoutait ma sœur par exemple, qui est vachement, elle aime la pop, enfin les trucs un peu, pour moi c'est doux quoi. J'avais besoin de ça, c'était un besoin vital. La musique est violence, mais une violence qui permet de sublimer, qui permet d'intégrer, qui permet de s'approprier son corps, ses émotions, ses affects, son vécu, et le sonore, de s'approprier les bruits du corps des autres, etc. Et là, d'un coup, par-dessus ça, par-dessus cette musique qui symbolise tout ça, il y a de nouveau cette effraction, des rafales, un bruit irreprésentable,
et du coup des souvenirs traumatisants. L'enjeu, ça va justement pas être oublié, ça va être d'intégrer à nouveau cette expérience, aussi terrible soit-elle, elle fait partie de soi, et c'est comme ça. Et ça, effectivement, c'est indélébile. Du coup, c'était les policiers de la BRI qui nous ont fait sortir par l'avant de la salle, donc de voir toute la fosse, ce qui était un peu un cataclysme dans mon cerveau. Il y a eu l'image qui arrivait sur tous les sons que j'ai entendus avant. Donc de reconnecter tout ça, ça a été très dur. On dit que quand ce genre de choses t'arrive, t'atteins un mode d'hypervigilance. Donc tu mets tous tes sens en éveil, donc t'es 10 fois plus affûté pour tout, t'entends mieux, tu goûtes mieux, tu respires, tout fonctionne mieux. Dès que t'as le moindre petit stimulus, tu vois n'importe qui rentrer un peu bizarre, d'une façon un peu rapide dans le train ou ou te croiser un peu fort dans la rue, te bousculer. Et puis après c'est les sons. Moi c'était clairement les sons qui ressemble à une petite explosion, un pétard, un truc, c'était la catastrophe, quoi. Ça me faisait monter le palpitant. Et après, t'as 5 minutes où tu trembles, où t'es vraiment pas bien, quoi. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à tirer, on a tous cru à des pétards. Parce que logiquement, notre cerveau s'est dit, qu'est-ce qui ressemble à ce type de bruit? On est dans un concert, des pétards. Et ben là, c'est l'inverse. Il faut faire le travail dans l'autre sens. C'est du coup, maintenant, quand j'entends ce bruit-là, non, c'est pas une Kalachnikov qui est en train de tirer, c'est un pétard ou un pare-choc de voiture ou une planche de bois qui tombe. Dès que c'est un son puissant, et ben, au lieu d'écouter sa texture, sa tessiture, essayer de reconnaître ce que c'est juste ça allume la case, on se planque. Et c'est ça qu'il faut réussir à débrancher, et c'est ça qui est long. Et c'est ça qui est très fatigant. Et qui te pompe toute ton énergie, en fait. Tu découvres au fur et à mesure les choses qui t'ont marqué. Tu le sais pas d'emblée, en fait. C'est au fur et à mesure de ton quotidien, de ce que tu entends, de ce que tu vois, que tu sais que là, c'est quelque chose qui t'a vraiment traumatisé. Et les sons, ouais, effectivement. Tu vois, les feux d'artifice, je pouvais pas y aller jusqu'à maintenant. Là, je me suis fait violence pour y aller et réapprivoiser le son. Parce qu'il est hors de question que ça me fasse peur. J'habite derrière une zone de chasse. Les premiers jours, même du samedi, j'entends, on est en novembre, quand ça arrive, j'entends blam blam. Pas bien, hein. Recroquevillé sur moi-même en position fétale dans le grenier, en train de trembler. Avec un copain en face qui me fait Franck, c'est rien. Tu vois, bon. Tu vois, à la Ferté-Alais, il y a un meeting aérien. Et il y avait la patrouille de France qui s'entraînait quand je suis rentrée du boulot et ça faisait des vibrations énormes dans la voiture. Ça m'a fait des réminiscences du bâtiment qui tremblait quand on était coincé là-haut. C'est des bruits, c'est ça le pire. C'est le bruit. D'habitude, moi, le son, c'est agréable. Et le bruit, maintenant, ça m'est insupportable. Les bruits de vie, maintenant, les enfants qui crient, c'est insupportable. Même quand ils jouent. Je crois que j'ai commencé à m'en rendre compte peut-être en janvier. Je pouvais quasiment plus aller dans des lieux publics. Ouais, je me souviens d'une fois d'être allée au restaurant avec des amis et j'ai passé une partie à pleurer aux toilettes et je savais pas vraiment pourquoi. Il y avait pour moi le bruit qu'il y a dans un restaurant, qui est à un niveau assez normal ou des fois un petit peu fort, c'était insupportable. Et j'avais l'impression il y a une partie de moi que je contrôlais plus du tout. Et je me sentais comme perdre la raison. Et j'en étais consciente, mais en même temps, je savais pas quoi faire. Et de voir les regards en fait, des gens tout autour de mes proches et de mes collègues, etc., qui comprenaient pas du tout ce qui m'arrivait. Et il y avait cette distance, quoi.
personne ne comprend, quoi. Et du coup, ça t'isole aussi un peu. Un des symptômes aussi qui était important, c'est l'hyperacousie. Justement, là, j'ai du mal à supporter les bruits forts. C'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. L'hyperacousie, une définition simple, opérationnelle, disons, c'est l'hypersensibilité auditive. Les sons paraissent plus forts, plus désagréables. Mais déjà, on est dans une ambiguïté, c'est-à-dire un son... qu'est-ce qu'un son désagréable ? Un son désagréable, c'est un son qu'on n'aime pas. Le son peut être perçu comme étant trop fort pour des intensités moyennes. Alors là, c'est la définition, on va dire, plutôt classique de l'hyperacousie. On appelle ça l'hyperacousie de sensibilité. Un bruit, je sais pas, un enfant qui crie, comme tout le monde, c'est pas forcément hyper agréable, mais c'est supportable en termes de niveau. Que après, c'était, je devais me boucher les oreilles et physiquement, ça me fait mal, quoi. Enfin, ça me faisait mal. C'est-à-dire que les sons peuvent produire une douleur sur le corps. Là, il y a un problème d'existence. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là, il y a un divorce entre l'être et le corps qui est irréconciliable. C'est-à-dire qu'on a un corps qui dit quelque chose, mais qui n'a pas de sens. Et peut-être que le stress, l'émotion, l'anxiété, les symptômes, après un événement stressant, extrêmement stressant, comme dans le cas d'une guerre ou comme quand on assiste à une attaque terroriste, finalement, on garde une trace de l'événement, mais on a perdu le sens, en fait. Il y a un écho, en fait, de cet événement, sauf que ça ne sert plus à rien. Et ce qui reste, c'est la peur, quoi. Mais la peur sans objet. C'est-à-dire, il reste l'absurdité, en fait. Ouais, je suis passée de me sentir relativement en sécurité dans le monde à me sentir plus du tout en sécurité. Et... C'est comme si le corps avait pris une habitude. Et t'en souffres, tu t'en rends compte. Au moment où ça arrive, tu sursautes de peur et en même temps tu te rends compte que tu devrais pas. Mais tu sursautes quand même. Et t'as quand même le palpitant. Je pense que c'est imprimé en toi. Mais c'est toujours dans la surprise. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cette soirée-là. On a été tous complètement surpris parce qu'on s'y attendait pas. Enfin, personne s'attend à ça à un concert. Le corps a appris indépendamment de la conscience. C'est comme un programme qui se déroule. Je pense qu'en fait, chez les animaux supérieurs, donc on va dire les mammifères, une situation de survie, elle doit être mémorisée. Et donc il y a un programme qui se met en place. Le problème, c'est que c'est une boîte à outils qui se met en place, qui est plus adaptée pour notre manière de vivre aujourd'hui, en 2020. Ça a été mis en place il y a quelques millions d'années. C'est un peu le problème de l'Homo sapiens. Personnellement, moi, je considère que les hommes de la préhistoire, ils étaient très contemplatifs, très attentifs. Vous voyez. Et la sensibilité visuelle et auditive était extrêmement fine, beaucoup plus que la nôtre. Alors, visuelle, oui, vision nocturne. Et puis, l'écoute. On chassait, comment ? Avec l'arc ou une lance. Et il faut s'approcher de l'animal, tout doucement, sans faire de bruit, vous voyez, éventuellement attirer l'animal en faisant des imitations de cris d'animaux. Mais pour imiter, il faut avoir une écoute très 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 fine, vous voyez, et que nous avons perdue. Donc je suis persuadé qu'ils ont en fait une spiritualité très, très pointue. Comme toutes ces sociétés jusqu'à il n'y a pas longtemps. Pour eux, l'essentiel, c'est le monde invisible. Pourquoi ? Parce que dans le monde visible, tout passe, tout casse, et ça passe très vite.
La vie est brève. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, comme on dit, voilà, c'est la question. Oui. Et pour eux, l'invisible, l'avant la naissance et l'après la naissance, après la mort, je veux dire, c'est le plus important. La question étant la suivante, qui tient même peut-être profondément à notre sujet, c'est est-ce qu'on peut s'adresser à l'invisible? Ou est-ce que c'est une illusion? Je suis Yegor Reznikov, professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre, au département de philosophie. L'art majeur, c'est l'art qui est dédié au monde invisible. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc j'ai beaucoup travaillé sur cela. Et pour comprendre, il faut une pratique. Et ma pratique, c'est justement la pratique sonore du chant antique dans les églises, et particulièrement ensuite les églises romanes. Et finalement, grâce à un préhistorien qui s'est intéressé, qui a entendu cela, il a dit « Ah, tiens, ce serait intéressant de voir comment sonnent les grottes ». Nous sommes allés avec lui dans une grotte de l'Ariège, la grotte du Portel, pour la nommer, et tout de suite je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre les peintures et justement la qualité sonore? Et coup de chance, pour chaque découverte il faut un peu de chance, la grotte, elle sonnait, et justement elle sonnait surtout, il y avait des peintures. Dans la plupart des grottes que j'ai étudiées, la corrélation entre l'emplacement des peintures et la qualité sonore, acoustique de ces emplacements, le lien est tout à fait évident et très très fort. Il y a des grottes où, disons, 90% des peintures sont dans des lieux sonores. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces tribus paléolithiques qui découvraient les grottes, alors il faut comprendre que découvrir les grottes comme ça, pour les premières fois, c'est vraiment une expédition qui peut être en plus dangereuse. Et alors, une fois la grotte explorée, une fois découverte les salles les plus sonores, alors, vous voyez, là, on va faire les décorations, les peintures, etc., pour sans doute, enfin, des cérémonies où non seulement il y a les peintures, mais le chant. L'ethnologie, l'ethnomusicologie enseigne que tout le rituel est chanté. Le premier instrument de l'homme, c'est sa voix, évidemment. Mais pour la magnifier, c'est la résonance. Et évidemment, on va choisir les salles qui sonnent le mieux. C'est toujours la même chose. Et il y a des salles qui sonnent tout à fait admirablement. Je dirais comme une chapelle romane, justement. Par exemple, dans la grotte de Niaux, qui est bien connue, il y a le fameux salon noir, avec beaucoup de bisons et beaucoup de peintures, et qui sonne vraiment comme une excellente chapelle romane. Quand on est en général dans une église romane, on se sent un peu chez soi, on se sent, il y a une unité. Question thérapeutique, justement, quelqu'un qui a reçu un choc, aller dans une église romane et, si possible, écouter un chant vraiment fait pour cette résonance. Et donc, il y a un effet bénéfique évident. Parce que notre corps vibre suivant les lois naturelles. Et cette sensation remonte très profondément. La conscience est structurée, on pourrait dire, par le son dès la petite enfance, et la conscience profonde tout particulièrement. C'est quelque chose de très personnel, de très intime à la base. Si un morceau te plaît, c'est parce que ça réveille en toi des émotions.
Mais ce que j'aime bien, c'est à un moment le partager. Ce que j'aime dans le concert, c'est le côté unique du moment. T'as beau avoir écouté 150 000 fois un morceau, finalement tu vas voir les artistes sur scène, que tu vois un mec jouer, à chaque moment c'est différent, à chaque fois que tu vas l'écouter ça va être différent. Et c'est cette petite magie que ça crée aussi avec les gens qui sont autour de toi, avec cette espèce de groupe. Finalement tout le monde communie en écoutant à sa façon. L'art roman, pour l'art roman, l'unité est très importante. Le côté anthropologique. Thérapie du corps et de l'âme. Dans la liturgie, la vraie liturgie, enfin, c'est vraiment conçu comme ça. Et tu viens souffler, quoi. Tu viens souffler un grand coup, tu viens t'amuser, tu viens enfin prendre l'air, quoi. On fait toujours tellement, tout le temps, attention, je sais pas toi, voilà. Je voulais pas vous toucher, madame. Excusez-moi, monsieur. Voilà, tu te bouscules, c'est la peau contre peau, quoi. Et ça fait du bien. Pour moi, c'est même juste après, je me suis dit que c'était pas quelque chose que voilà, des terroristes ou qui que ce soit allaient m'enlever. Je choisissais que ça allait pas être le cas. Que pour moi, c'est important, ça fait partie de ma vie. Je trouve ça beau de pouvoir se réunir, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses, possiblement. J'ai dû retourner 1 mois, 2 mois après. Et c'était puissant. C'était à chaque fois, j'avais une dose d'émotion énorme, quoi. Les concerts étaient démultipliés par 1000, quoi. J'avais encore plus d'émotions, je trouvais ça encore plus beau, je trouve. C'était vraiment devenu un peu surréaliste, quoi. Je crois qu'il y a une continuité assez forte, ouais. À ce niveau-là, en tout cas. Ça correspond forcément à un besoin d'intensité, que le corps vient chercher de l'intensité, une intensité exceptionnelle. Il cherche à modifier son rapport au temps, à l'espace et son ressenti en fait corporel. Je m'appelle Dana Rapoport, je suis ethnomusicologue et je travaille en Indonésie depuis 30 ans. Et l'origine de mon parcours, c'est de chercher à comprendre ce qui pousse les humains à produire des formes musicales. Quel est le fondement de l'expérience musicale pour l'humain ? Depuis l'enfance, je joue du violon. Et donc de 9 ans à 19 ans, j'ai joué du violon, souvent en contexte classique. Et j'avais une insatisfaction profonde parce que je ne sentais pas de vibration, en fait. Je pense que ça doit être ça. Je ne sentais pas de vibration, je ne sentais pas d'élan. C'était très conforme. Et j'étais toujours déçue. Même si jouer en orchestre, ça a quelque chose de formidable. Hein, d'un coup, c'est un peu comme un peloton cycliste. Hein. Je n'ai jamais été dans un peloton cycliste, mais j'imagine que ça doit être la même chose. On se sent emporté et la dynamique du groupe finit par dominer sa propre conscience individuelle. Et dans l'orchestre occidental, il y a bien ça quand on joue en orchestre. Évidemment, j'allais aussi voir Frank Zappa, j'allais aussi à des concerts rock, j'allais aussi, dans ma vie d'adolescente, j'adorais le folk. Puis j'étais violoniste aussi en groupe folk. Ça, c'était formidable, le fait que la musique servait à faire danser et donc à mettre en mouvement un corps collectif, mais ordonné. Mais ça remplissait... J'avais un manque qui a été finalement comblé et résolu le jour où je suis partie en Indonésie pour aller voir à quoi servait la musique. Ce qui me revient, c'est l'immense bouleversement sensoriel que tu ressens
quand tu arrives dans ces funérailles. Et ce bouleversement sensoriel, il est lié à la puissance du collectif. Parce qu'une ronde de 100 personnes qui chantent à l'unisson, c'est ultra puissant. La base, c'est le bouleversement sensoriel. Mais ce qui était la chose en plus, c'était le défunt. Ils chantent pour le mort. Le mort, le corps du défunt, il est sur une tour. Si tu prends la ronde de 100 personnes et qu'il n'y a pas de mort, tu sens la puissance, mais tu sens pas l'enjeu, en fait, l'administration du sacré. Et puis le soin et la concentration des chanteurs. Je crois que c'est ça aussi qui m'a bouleversée, c'est-à-dire que le fait qu'ils aillent au bout de quelque chose, qu'ils le fassent avec tant d'intensité. C'est-à-dire tous les chanteurs, c'est des paysans, hein, des gens qui sont pieds nus et qui se mettent à chanter jusqu'à l'aube. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui... Donc c'était de l'ordre à la fois de l'administration du sacré et en même temps du plaisir. Parce que ces chanteurs, ils avaient plaisir de chanter ensemble, d'arriver à cette unicité du son. Ils le disent eux-mêmes, hein, ils cherchent un son qui soit un. Quand tu sors d'un rituel Toraja, en fait, mais t'es lessivé, quoi. Après une semaine de fête, tu mets un mois à te remettre debout, quoi. Tellement tes sens ont vibré, le sang a giclé, la musique a sonné, et t'es juste... et tu te sens autre, en fait. Dans le cas Toraja, la musique servait à transformer, à métamorphoser le rien, le corps du défunt qui n'était rien, en quelque chose. Donc elle le métamorphose en le divinisant. Et le chant, parce que ce qui est chanté dans les grandes rondes, c'est les longues biographies des défunts qui, à la fin de leur biographie, sont transformées en divinité. Ils expliquent ça comme ça, j'aime bien. Ils disent toujours c'est la mort, c'est comment ils disent ça, est incompréhensible. Je leur demande souvent mais pourquoi vous chantez comme ça? La mort est juste incompréhensible. On ne comprend pas et c'est tellement incompréhensible qu'on chante pour diviniser nos défunts et comme ça ils ne meurent pas. Dans le concert, t'as des auditeurs. Dans un concert occidental, tu as des auditeurs qui bougent, quoi, qui bougent. Alors, certes, ils forment une communauté par leur rapport au son, qui les fait vibrer et qui les fait danser. Hein. Mais les funérailles Toraja, c'est bien autre chose. Les gens n'écoutent pas. L'écoute n'est pas au centre de la production de musique. C'est le faire qui est au centre. La musique n'est pas faite pour être écoutée, mais elle est faite pour être jouée. En tant que musicien, il y a un truc qui a changé, c'est que je pense que j'aime de plus en plus jouer pour jouer. J'ai sacralisé le bœuf entre copains autour d'une table. À pas brancher, pas d'électronique, s'affranchir de tout en fait. Prends juste l'instrument, l'acoustique pure et tu passes un moment en fait. Tu passes un moment et tu te parles finalement, au lieu de se parler, tu te parles avec les instruments. T'as cette espèce de truc magique où ton pote sort 3 accords, trouve une petite ligne et puis en fait ça dure un quart d'heure et peu importe si c'est bien pas bien, en fait on s'en fout complètement. C'est toi, ça t'a transporté. T'as fait ton voyage, t'étais dans ton truc. Et ça, maintenant je trouve ça encore plus indispensable qu'avant. J'adore ça, quoi. Le fondement anthropologique de la musique, c'est que l'homme a besoin de faire de la musique.
L'enfant, il a besoin de taper sur son assiette en rythme, plus ou moins. Et si on a besoin d'images, de la Vierge, des saints, c'est parce qu'on a besoin de la présence de quelque chose dont on sait qu'ils peuvent être absents, l'image des défunts, l'image des morts. Si je passe des images au son, c'est la même chose, sauf que on passe du monde de l'espace au monde du temps. Eh bien, le temps, c'est précisément ce qui nous échappe. C'est précisément ce qui fait que les événements, ils sont toujours imprévisibles. Introduire de l'ordre dans le temps, c'est introduire cet ordre de causalité dont nous sommes nous-mêmes les maîtres, si je puis dire, quand nous faisons de la musique. Il y a une espèce de joie à taper en rythme sur son tambour, il y a une joie à jouer sur un clavier, parce que nous sommes, en quelque sorte, les maîtres du monde sonore. Et que ce qui va arriver, il est déjà à notre portée, parce que c'est nous qui le faisons, c'est nous qui le produisons. Et nous avons donc le sentiment que les événements, nous les maîtrisons, nous en sommes les maîtres. Alors je suis Francis Wolff, je suis philosophe, professeur émérite de philosophie à l'École normale supérieure de Paris, de la rue d'Ulm. Au début, je me disais que, je sais pas, au bout d'un mois ou deux, la vie allait reprendre, j'allais reprendre le cours de ma vie normalement. Et puis voilà, c'était un truc difficile et tout, mais je me rendais pas compte de l'impact énorme que ça allait avoir sur toutes les strates de ma vie, quoi. Tu deviens totalement aigri, tu râles sur tout, plus rien n'a de sens, c'est un peu tout est moche, tout le monde est con, c'est tout pourri, et de toute façon, à quoi bon, quoi. Et puis t'avances ce truc-là, et alors du coup, bah, à quoi bon se lever, t'as plus trop envie de te lever. De toute façon, ouais, tout devient compliqué. Quoi que t'essayes de faire, t'es plus motivé, quoi. Et voilà, au final, j'ai perdu mon travail, j'ai dû me reconstruire toute ma santé, etc. Et puis au niveau des amis, bah, y en a certains qui ont été là et qui ont été super forts et super soutenants. Et puis d'autres qui ont disparu, comme si voilà, j'avais quasiment jamais existé. Ma famille proche a été très soutenante, fait du mieux qu'ils pouvaient, mais c'était aussi un gros choc pour eux. Moi, je suis passé par le psy. Bon, j'ai pris des antidépresseurs pendant un moment. Les antidépresseurs, ça aide à te calmer. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça permet toi aussi de mieux revivre finalement tous ces moments-là, d'essayer de les temporiser. Et après, non, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. On a été emmené en stage, on a fait de la plongée en Guadeloupe. Enfin, on a fait un protocole d'essai pour, en gros, mesurer les bénéfices de la plongée sur les stress post-traumatiques. Et ça, c'est vrai que bah, voilà, la plongée, alors la plongée quand t'aimes les sons, quand t'aimes les bruits, alors là, c'est magnifique parce qu'ici, on est limité à quelques sons qui viennent au mieux de quelques centaines de mètres ou 1 kilomètre. Et encore, et en mer, tu peux entendre une hélice à 3 ou 4 000 au large. Et en plus, il n'y a plus aucune intrusion agressive, il n'y a plus rien de fort, en fait, tout est atténué. Et du coup, tu peux te concentrer sur tout un tas d'autres choses, et principalement ta respiration. Plutôt que de prendre en boule comme ça tous les sons, tout ce bruit, tout ce monde, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ta respiration et tu laisses les bruits venir à toi. Et tu passes de son en son, mais sans essayer de forcément t'y arrêter, ou juste tu te promènes et tu prends les choses comme ça, comme un voyage, quoi, comme un... Tiens, pouf, ça c'est quoi, ça c'est... Quand j'entends un son, c'est que quelque chose se passe. Eh bien, dans le monde de la musique, un événement sonore ne s'explique pas, ne renvoie pas à une chose, il renvoie à d'autres événements. Un exemple que j'aime bien, qui me paraît en général clair, c'est le suivant. Je suis dans un train, le train est à l'arrêt, je suis en train de m'endormir.
Brusquement, le train démarre. Ça me réveille. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, le train démarre. Donc les sons ne sont pas autonomes parce que les événements dans le monde ordinaire sont créés par des choses qui vibrent. Le bruit continue, mais je suis rassuré, je peux me rendormir. Ou alors je peux me mettre à écouter. Et alors à ce moment-là, j'entendrai tout simplement la suite de sons. Tin, ta, tin, tin, ta, tin, 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 tin. Et là, je suis passé du monde ordinaire au monde musical. Pourquoi? Parce que chacun de mes tins ne me paraîtra plus, quand j'écoute, causé par le bruit des bogies contre les rails, mais c'est comme si chacun des sons était causé par les précédents. C'est comme si j'entendais que tin allait pousser tintin et que chaque tintin allait à nouveau pousser le tin, etc. J'ai changé de monde. Ce qui fait de la musique, c'est qu'on entend des sons qui se suivent et qui, en quelque sorte, se déterminent les uns les autres. Et il faut pour cela que j'ai le sentiment de quelque chose qui se déroule d'une façon autonome, comme si c'était un processus pratiquement prévisible. Alors maintenant, pourquoi? Ça, c'est la grande question qui anime tout mon livre, et là, on est un petit peu réduit à des hypothèses. Il peut y avoir des hypothèses, évidemment, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toutes les ethnies. On a besoin de rituels ayant une part de prévisibilité, parce qu'il faut toujours conjurer l'imprévisible. Je pensais reprendre ma vie d'artiste, entre guillemets, là où je l'avais laissé. Mais je pouvais plus. Parce qu'avant, Captain Boogie, parce que c'est mon nom, artiste, il chantait des choses rigolotes, hein, genre viens sous la douche, viens que je te remette une couche, des chansons sur la banquière, des trucs très légers, quoi. Ou voire grivois. Sauf que j'y arrivais plus. La légèreté, elle était partie. J'ai un peu l'impression qu'il y a eu 3 années, on va dire un peu d'errance. J'avais pas de solution, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait un premier morceau que j'ai pas gardé finalement. J'en ai fait un deuxième le soir de l'assassinat du prêtre, qui s'appelle No God in This Place. Alors que d'habitude j'écris tout le temps en français, là j'ai écrit en anglais. Un vieux gros blues. Mais là ça correspondait vraiment à ce que je ressentais et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte ça de moi. Une des grandes clés, ça a été de trouver des personnes qui m'ont aidée, qui elles-mêmes avaient traversé des choses difficiles et donc qui pouvaient m'accompagner sur ce chemin. Et une autre chose qui a été importante, ça a été pour moi de choisir. Est-ce que ma vie c'est ça? De continuer à vivre sans trop savoir quoi faire de ma vie, en ayant ces divers problèmes de santé, en me sentant mal à l'intérieur de moi, ou est-ce que je veux que ça change? Je veux pas accepter que ma vie ce soit ça. Et il y a un moment, je me suis dit, là, je choisis ça et je choisis de tout faire pour trouver des solutions à tout ce qui ne va pas. Et en fait, de prendre du temps pour arriver à savoir vraiment qui j'étais et qui je suis devenue en sortant du Bataclan. La personne qui est rentrée, c'est pas la personne qui est ressortie. Et je ne savais pas du tout qui était cette personne. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'arriver à me comprendre. Aujourd'hui, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Il y a encore des petites choses sur lesquelles je cherche encore des petites solutions. Mais j'ai solutionné tellement de choses, c'est énorme, quoi. Et je me sens beaucoup mieux en moi-même qu'avant le Bataclan. De cet événement sort quelque chose de très positif au final. Parce que tu te recentres sur tes envies, sur là où tu veux aller, comment tu veux y aller, avec qui tu veux y aller. Voilà. Et après, tu te rends compte que les gens qui t'entourent, tu les aimes vraiment. Et un autre truc aussi dont je me suis rendu compte juste après, c'est que j'attends rien des autres. C'est peut-être super égoïste, mais je pioche là où je vois les choses qui m'apportent et qui me rendent heureuse. Voilà. C'est pas quelque chose de conscient. Là, j'en prends conscience parce que je constate que mon comportement a changé.
Mais c'est pas quelque chose que tu décides en fait, c'est venu naturellement. Alors maintenant, je ne sais pas à quel point ça me change, mais en tout cas, ce que je vis maintenant, c'est-à-dire ce fait d'apprivoiser la bête, c'est une superbe aventure. Je sors déjà gagnant. Rien que là maintenant, ça pourrait s'arrêter maintenant. J'ai déjà fait plus que j'ai fait avant. J'ai pris conscience du réseau, le fait qu'on ne pouvait rien faire seul. Et par le biais de Life for Paris aussi. Voilà, si je les avais pas rencontrés, je serais tout seul dans mon marasme, hein. Faut être franc. Ouais, même si on a des proches, certains qui sont de super bonne volonté, ils peuvent pas comprendre, et c'est normal. Et donc de pas avoir besoin de, aussi d'expliquer certaines choses, c'est, ça fait du bien. Et de se comprendre à un niveau qui est un peu peut-être inexplicable, quoi. Pour moi, ça m'a montré un truc essentiel, c'est la réalité finalement de ce qui se passe dans une salle de concert. Et finalement, la salle, elle est remplie de gens que tu connais pas, mais il y a une sorte d'entente collective. Ça forme un noyau. Ce que cet événement m'a montré, c'est que c'est pas une connerie. C'est quand vraiment il y a un truc qui se passe, cette assemblée de gens qui étaient avec moi dans cette salle-là, qui étaient avec nous dans cette salle-là, et derrière ça a créé un groupe, ça a créé quand même un groupe assez important de gens qui se sont soutenus, qui se sont aidés, qui aident toujours. Je pense que le rock véhicule un peu ce côté du groupe, du vivre ensemble. La base même, c'est le groupe de rock. C'est une bande de couillons qui prennent des instruments pour finalement s'éclater. Au fond du jardin, il y a une rivière. Et donc, je vais souvent boire mon café là-bas. Je ferme les yeux. Et effectivement, j'écoute. Alors, dans le but d'être là, à cet instant. Et de l'imprimer. Enfin, non, ça va faire mystique comme truc, mais pas du tout, en fait. Là, il est 16h30. Je pense pas à 16h31, je vis le 16h30. D'écouter le vent, les oiseaux, la cloche de l'église, ou rien, ou le voisin qui va tronçonner son bois ou je sais pas quoi. Je me dis, je suis là à cet instant-là. Puisque encore une fois, c'est pas de la reconnaissance d'être à la reconnaissance envers qui. Je suis pas croyante, hein. J'ai été dans une école jésuite, mais je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Donc, d'être reconnaissante, alors envers qui, je ne sais pas, mais j'ai une reconnaissance d'être encore là et de pouvoir continuer à vivre. Et j'ai envie d'en profiter et de m'inscrire dans le temps, d'être vraiment présente, voilà, d'être vivante. C'est vraiment de la reconnaissance du vivant. Je suis là. Donc, j'en profite. Et j'écoute.